Ok, on va demander à notre Benjamin de faire l'appel. Merci Monsieur le maire. Bonjour chers collègues, bonjour à tous. Donc, Richard Mallier. Présent. Anna-Paula Lantron. Présente. Marie-Claude Armandon. Présent. Mathieu Pétri. Présent. Dominique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Leveux. Présent. Edouard Tétian. Présent. Edouard Alexander. Présent. Orateur Claude Lampeau. Présent. Armand Chamelin. Tony Lachintre. Présent. Colette Toulet. Yesh. Roger Wex. Yann Perfuzel. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Grassini. Patrice Manzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Breccia. Pouvoir. C'est à moi ou à vous? Non, c'est à moi. Bon, donc, pouvoir à Monsieur Richard Mallier. Christine Sicardi. Marie-Christine Auvergne-Kess. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi est excusée. Hervé Grisson. Anthony Cheproun. Pouvoir. Et Julie Marconcini. Pouvoir. Bon, nous sommes 28, nous avons donc encore Monsieur le maire. Merci Monsieur le maire adjoint. Simplement vous rappeler que Julie Marconcini a été donc désignée conseillère municipale puisque nous avons reçu la démission de André Gauthier. Voilà, donc la suivante sur la liste est montée sur le tableau du conseil municipal. Voilà, mes chers collègues, le dernier conseil municipal de l'année 2018 dans la salle des fêtes n'échappe pas à la règle puisqu'il sera lui aussi filmé. Et je pense que ça ne sera pas le dernier dans la salle des fêtes, compte tenu du fait que l'hôtel de ville ne sera pas livré au mieux fin février, voire au mois de mars. Vous voyez que le chantier suit son cours, mais qu'il nous pose quelques soucis, mais c'est comme ça. Je tenais à vivement remercier tous les acteurs du Téléthon qui se sont fortement mobilisés sur la commune pendant plusieurs jours et sur plusieurs sites comme le village Décathlon ou encore le centre commercial de la Salle. Il en découle une augmentation des dons avec plus de 7 150 € récoltés. Je crois que nous pouvons être fiers du travail accompli et de ce bel exemple de solidarité à l'approche des fêtes de fin d'année. Je tenais également à remercier les organisateurs du marché de Noël au château, dont la fréquentation a fortement augmenté. Les sourires sur les visages émerveillés de nos petits bouquins lors de la photo avec le Père Noël offerte par la ville ou encore en train de profiter d'un tour de calèche, évidemment, ces visages-là sont une véritable réussite. Cette troisième édition laisse présager une quatrième encore meilleure, n'est-ce pas Roger et Corinne? Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore apporté leur lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres magique, il n'est pas trop tard, elle se trouve encore pour quelques jours à l'entrée de la bibliothèque. Notre bibliothèque finira 2018 en beauté avec une programmation des plus dynamiques. Pour les bouquins de 3 à 7 ans, le 19 à 15h30, vous pourrez retrouver les histoires du mercredi. Pour les plus âgés, ils pourront découvrir le 9 janvier le livre noir des couleurs, le témoignage d'Aurore Berthoud, jeune femme non-voyante. Enfin, le 19 janvier prochain, la nuit de la lecture débutera à 16h. Pour continuer le divertissement, il vous sera proposé un spectacle de variété française le vendredi 11 janvier à 20h30 dans la salle des fêtes. L'occasion pour le bouquin Richard Le Sage de nous présenter son rendez-vous blanc. La compagnie Bouleg Productions plongera ensuite cette salle dans le théâtre avec la pièce humoristique Récit de mon quartier le vendredi suivant. Vous pourrez également venir soutenir vos associations ou clubs favoris au cours des différents lotos organisés tous les dimanches, ici même. J'en profite pour remercier les participants de la commémoration patriotique du 11 novembre dernier, cérémonie qui a eu beaucoup de prestance et un public venu nombreux. Outre le lycée militaire qui chaque année nous fait, merci Yann, nous fait l'honneur de sa présence, je tiens à remercier les collégiens venus en nombre accompagnés d'enseignants
et de la principale pour l'occasion. Je rappelle que c'était quand même le centenaire de la fin de la guerre 14-18, c'était le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18. Côté château, l'exposition de Noël proposée chaque année par Sculpture et Art du Feu vient de se clôturer pour laisser place les 26 et 27 janvier prochains à Bouc-Bellard pour l'exposition des ateliers. Le conseil de ce soir traitera d'urbanisme avec l'accord de principe pour la récupération des voies du projet Bellombre ou encore l'acquisition de parcelles privées dans le cadre de la lutte contre les inondations. Nous parlerons également de finances avec des avenants aux conventions de gestion, des compétences métropolitaines, une décision modificative numéro 3 ainsi que l'ouverture par anticipation des crédits pour l'année à venir. Enfin, il nous sera présenté le rapport annuel sur les services publics de l'eau et de l'assainissement ainsi que sur les déchets. Je vous invite nombreux le mardi 1er janvier, évidemment, à 18h30, place de l'Hôtel de Ville, pour venir profiter du traditionnel feu d'artifice et d'un vin ou alors d'un chocolat chaud. Il n'est pas trop tard pour envoyer vos messages de vœux qui seront diffusés sur l'écran géant. Je vous donne également rendez-vous le 24 janvier prochain à 18h30, ici même, pour les vœux à la population. Puisque la fête de Noël est proche, je tiens à vous remercier de votre présence par un petit présent sur les tables, à savoir des macarons de Caroline confectionnés sur la commune de Bouc-Bellard. Et maintenant, si vous le voulez bien, place à l'ordre du jour. Évidemment, l'ordre du jour, c'est l'éternelle adoption du compte-rendu. Monsieur Plisson? Oui? Donnez un micro à Monsieur Plisson. Bonsoir. Oui, petite remarque liminaire. Nous avons constaté depuis quelques conseils municipaux une baisse de la qualité de présentation des rapports. Pour avoir rédigé des centaines de rapports, je sais que ça prend du temps et que ça mobilise pas mal d'agents, mais ces rapports constituent la base de la bonne information des élus et ils font partie du dispositif démocratique. Donc voilà, vous verrez au fil de ce conseil municipal, on fera la remarque de ce qui nous a particulièrement attiré notre attention pour ces rapports. D'accord, je vous répondrai simplement que la loi du 6 février 1992, dite ATR, Administration territoriale de la République, prévoit qu'il y ait une note de synthèse qui soit donnée avec l'ordre du jour. Donc je pense que c'est au moins la moindre des choses, mais que par contre, vous recevez ça 5 jours francs avant le truc, vous avez ça au plus tard mardi soir dans vos boîtes aux lettres, puisque pour vous il est porté en papier, alors que l'ensemble des autres élus de la majorité, il est envoyé par électronique, et que dans ce cas-là, vous avez tout loisir, mercredi, jeudi, vendredi et le lundi, pour venir consulter les rapports. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Le rapport, on les a étudiés, c'est bien cette étude qui nous fait dire qu'il y a une baisse de leur qualité. Bon, mais écoutez, on verra cas par cas. Je rappelle simplement une chose, Monsieur Plisson. Puisque vous me cherchez sur ce côté-là, je vais vous répondre en vous disant, vous ne venez pas aux commissions. D'abord, à la limite, on ne va plus faire de commission. Vous ne venez pas aux commissions, mais je crois qu'à un moment donné, l'étude des rapports se fait aussi au moment des commissions. On pose des tas de questions. Après, un conseil municipal, c'est un côté beaucoup plus public et beaucoup plus politique. Donc, on va expliquer son vote si besoin est. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On n'est pas dans un conseil municipal où on va étudier à la virgule près un dossier. On le fait la plupart du temps en commission. Alors maintenant, vous me direz, au moment voulu, les rapports concernés. Ok ? Si ce n'est que à chaque fois qu'on est invité à l'émission, généralement nous sommes. Exemple, commission patrimoine, à quelques jours. Bon,
Mais il n'y a pas que la commission patrimoine, il y a la commission des finances, je suis navré, mais on me dit que vous ne venez pas, donc voilà. Après. Une fois, effectivement, je n'ai pas pu venir. Mais voilà. Enfin, je sais, c'est pas, non, mais que les choses soient claires, c'est pas vous, personnellement, qui êtes en cause. Je dis l'opposition. Hein. Après, maintenant, moi, je ne sais pas, hein, l'opposition... Ah, c'est vous deux, l'opposition? Ah bon, je croyais que vous avez été 5 à être élus sur la liste. Là. Bon, d'accord. Il y en a deux, je crois, qui sont jamais venus depuis. Il y a même Jean-Marc qui est là. Bon, on l'entend pas souvent, mais il est là. Il a le mérite d'être là, lui, au moins. Et il vient en commission. Bon, allez. Donc, nous avons l'adoption du compte-rendu, l'éternelle adoption ou l'éternel compte-rendu, dont je dis à chaque fois qu'on a un compte-rendu plein et entier dans le film, puisque c'est sur le site. Donc, on fait ça en fonction de l'article de mémoire L 21 22 27 du Code général des collectivités territoriales. Hein, c'est ça? Non? C'est le 22-22? Bon, ça a changé depuis, alors. Merci de la précision. Je ne l'ai pas sous les yeux. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait de remarques là-dessus. Hein, donc, pas de remarques, on le considère comme adopté. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'information au Conseil des décisions prises dans le cadre de l'article L 21-22-22. Là, c'est bien le 21-22-22. Du Code général des collectivités territoriales. Donc il y a la décision numéro 2018-017 du 14-11-2018 concernant l'acquisition d'un bien par voie de préemption, bande de 70 mètres carrés en bordure du chemin de Petit-Aix, correspondant à l'emprise d'un emplacement réservé et c'est établi au plan local d'urbanisme pour l'aménagement à terme de cette voie publique. Voilà. C'est la parcelle cadastrée section AH numéro 87. Je rappelle qu'il était prévu que la personne devait nous le vendre et puis en fait elle l'a vendu à son voisin, donc nous préemptons. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est quelque chose d'assez classique. Hein. Après, nous avons une décision numéro 2018-019 du 27-11-2018 qui est une convention avec l'association culturelle arménienne de Bouc-Bel-Air. C'est simplement une convention parce qu'ils ont utilisé c'est le château pour y faire une conférence. Ensuite, nous avons la décision numéro 2018-020 du 28 novembre 2018. C'est la signature d'un contrat d'assistance au fonctionnement des marchés forains. Je rappelle simplement que nous avions une délégation de service public avec la société Mandon qui s'est terminée il y a un an et demi ou 2 ans maximum et que nous avons donc récupéré le régisseur de la société Mandon qui travaillait donc pas à plein temps mais à je ne sais plus combien d'heures par semaine pour la société Mandon et pour la tenue des marchés. Cette personne étant partie à la retraite, je crois, mais elle était malade depuis quelques années, et donc elle était remplacée par quelqu'un d'autre, mais le remplaçant n'était pas dans le contrat de DSP. Donc nous avons passé avec ce remplaçant un contrat en tant que salarié, enfin en tant qu'agent contractuel, et maintenant nous ne pouvons plus le mettre comme agent contractuel. Donc il vous est proposé, enfin en tout cas c'est la décision que j'ai prise, d'un contrat d'assistance au fonctionnement des marchés forains, qui nous permet d'avoir, qui nous coûte à peu près exactement 20 760 € TTC par an, mais que par contre on a l'assistance pour non seulement les marchés, mais aussi les manifestations, certaines manifestations, et qu'il s'occupe de l'encadrement des forains qui viennent travailler donc sur le domaine public, et ça nous fait en contrepartie une recette qui était de 30 000 €, qui est de 30 000 € hors taxe. Pour mémoire, je rappelle qu'avant, nous avions de l'ordre de 10 500 € par an de recettes par notre régisseur.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je continue avec décision numéro 2018-14 du 30 novembre, contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable. C'est un logement situé à l'école de la Bergerie pour un de nos agents qui a demandé 2 mois de plus pour rester puisqu'il ne va pas déménager avant ces 2 mois. Donc j'ai reconduit ce contrat qui était un contrat d'1 an, je l'ai reconduit 2 mois supplémentaires. Si vous voulez savoir, c'est une contribution mensuelle, donc un loyer qui est de 821,11. Voilà, ensuite nous avons, c'est agréable, ça fait moins de bruit, c'est quand même plus agréable. Comme ça, vous voyez pour le théâtre, comme ça. Ouais. Ouais. Ensuite, un contrat, c'est la décision numéro 2018-015 du 30 novembre aussi, contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable. C'est M. Mulatieri et non pas M. Mutatieri, c'est M. Mulatieri Jean-Louis qui est donc logé dans un appartement qui appartient à la commune, dans un logement qui appartient à la commune, et de mémoire, je crois que ça a été reconnu pour 6 mois. Du 1er janvier au 30 juin. Ensuite, nous avons la décision numéro 2018-016 du 30 novembre 2018. Ce jour-là, j'en ai signé quand même pas mal, puisque j'en ai signé 3. C'est toujours un contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable. C'est donc un appartement qui est situé au-dessus du pôle Solidarité et qui est loué à monsieur Peraldi Lucien, la personne qui habitait au-dessus de l'usine de potabilisation et que nous avons déménagé pour faire la nouvelle usine de potabilisation, et l'immeuble va être détruit incessamment sous peu. C'est quand même destruction de l'immeuble. Là, maintenant, on prend les vacances. Ça, c'est... Alors, on me dit que c'est pendant les vacances scolaires que l'immeuble où il habitait et où il y avait l'ancienne station, qui a été désamiantée pendant les vacances scolaires, va être détruit pendant les vacances scolaires. Voilà sur les décisions. Je n'ai rien à ajouter de plus. Donc sur la délibération, affectation temporaire du château comme maison commune pour une période courant du 1er janvier au 31 mars. Il ne vous a pas échappé, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la mairie, le chantier ne sera pas fini au 31 décembre comme il était prévu. De ce fait, il vous est proposé de reconduire ce que nous avions comme décision, délibération, jusqu'au 31 décembre, de le reconduire jusqu'au 31 mars. C'est ce qui nous permet d'y faire les mariages et compagnie. Monsieur Pisson, vous souhaitez intervenir là-dessus ? Madame Berlinkels. Monsieur le maire, bonsoir à tous. Les raisons des retards au niveau des travaux, juste voilà. Ah ben, vous savez, Madame Berlinkels, vous n'avez pas l'habitude, mais moi je commence à avoir l'habitude des chantiers. On a d'abord, ça commence jamais quand on a prévu, donc déjà on prend du retard dès le début, et puis là on a pris du retard parce que l'entreprise qui faisait le lot numéro 1 sur le plus gros, le gros œuvre et compagnie, eh bien elle a mis tout le monde en retard, voilà. Et on a quasiment un mois de retard. Après, on a les intempéries qui commencent un peu à arriver. Voilà. Ça fait partie des choses de la vie. Donc, vous savez, en tant que responsable de cette commune, je peux vous dire que j'envoie les chantiers. Maintenant, j'ai appris qu'on vous dit telle date, ceux qui commencent à l'heure et qui finissent à l'heure. Alors, c'est vrai que la RD Huitaine, par exemple, a commencé au moment où on voulait. Voilà, fin 2016. Et que j'avais même dit, normalement, ça devait durer 1 an. Bon. Pardon ? Oui, 1 an et demi. Enfin, 1 an et demi, c'est pas tout à fait 1 an et demi maintenant. Puisque je leur ai dit, quand même, finissez pas avant 2018 qu'on puisse le mettre sur 3 budgets. C'est important, budgétairement. Donc ne le finissez pas avant la fin 2017. Ils n'ont peut-être pas compris que je disais 2017, ils ont compris 2018. Voilà. En tout cas, à la fin de la semaine, ça devrait être fini. J'en suis ravi parce que depuis le temps, voilà. Donc, question là-dessus, plus de questions. Donc, je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie.
Création d'un poste non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour un agent de développement local, c'est 1 an au maximum. C'était celle-là. Oui, il y a le cadre. On n'a pas sauté une. Ah pardon, excusez-moi. La délibération d'avance, c'est demande d'agrément pour intégrer le dispositif du service civique. Bon, mais un certain nombre de collectivités sont agréées pour y faire le service public, pour le service civique, pardon. Donc c'était l'occasion, je pense, de le demander, et c'est ce que nous avons fait avec, enfin ce que nous allons faire avec cette délibération. Oui, monsieur Pilson, je sens que vous avez des questions. Donc, une question. Oui, quel est le projet d'accueil qui a été préparé pour faire cette demande d'agrément? On aimerait bien avoir le dossier de demande d'agrément pour pouvoir juger de son intérêt et avoir des informations complètes pour voter sur ce sujet. Parce qu'il y a forcément préparation d'un dossier d'agrément. Je demande au conseil municipal s'il est d'accord, on va préparer le dossier, mais le service civique est quand même suffisamment encadré. On parle de jeunes qu'on va mettre dans l'environnement, qu'on va mettre dans... Voilà, donc c'est clair. Je crois qu'on a un panel qui est quand même assez grand. On va chercher tout le panel, soyons clairs là-dessus. Ils sont payés. Bon, c'est les thématiques des missions environnement, culture et loisirs, sport, éducation et solidarité. Voilà, on est dans ces thématiques-là. Dans le dossier. Dans le dossier. Très bien. Je n'ai pas pris mon dossier, mais franchement, je ne pensais pas que là, on aurait, ça vous aurait tellement ennuyé que ça. Voilà. Non, Donc, mais non, mais il n'y a pas de problème, je réponds. Hein. Voilà. Vous Après, avez donné des éléments qui n'étaient pas écrits, et ils ont peut-être été donnés en commission, mais on n'est pas sorti de la commission, je ne sais pas s'il y a une commission sur ce sujet. Simplement, c'est vrai que ce n'est pas indifférent de savoir quel est le projet. Chaque commune fait son projet avec des thématiques, etc. alors, un agrément, vous savez, qui est délivré par les services de l'État pour 2 ans, au vu de la nature des missions susceptibles d'être proposées. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on fera tout le panel. Et de la capacité de la structure accueillante à assurer l'accompagnement en prenant en charge des volontaires. Bon, voilà. Je pense qu'on a une administration qui est quand même à la hauteur pour pouvoir avoir des tuteurs qui vont les encadrer. De toute manière, on verra bien si l'État nous donne les agréments pour toutes les thématiques, ou s'il ne donne pas pour tout, auquel cas, on verra. Quoi. Je veux dire, soyons clairs. Je pense qu'il va y avoir, des échanges entre les services de l'État, de tutelle, hein, sans doute la préfecture, et mes services pour savoir comment on va articuler le truc. Maintenant, moi je souhaite que on va nous demander la demande d'accord du conseil municipal dans le dossier, donc je souhaite que nous l'ayons. Voilà. Après, peut-être des choses que vous ignorez, que je vais vous donner. Le service civique, ça donne lieu à une indemnité de 472,97 versée directement par l'État aux volontaires, ainsi qu'à la prise en charge par celui-ci des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Par contre, les frais d'alimentation et de transport, le cas échéant, sont pris en charge par la structure accueillante par le versement d'une indemnité complémentaire de 107,58 €, ce qui représente en fait 7,43% de l'indice brut 244. Voilà, donc on désigne un tuteur qui est chargé de préparer, d'accompagner le volontaire dans la réalisation des missions. Et voilà. Moi, je pense qu'on a tout intérêt à participer au service civique. Je pense que le service civique, c'est quelque chose de bien pour les jeunes, qu'ils puissent se donner. Parce que quand on est l'indemnité de 400, on va l'arrondir à 473 €, c'est quand même pas énorme. Bon, voilà. Même si on a les frais d'alimentation, de transport, c'est qu'en fait on va le nourrir, voilà ce que ça veut dire. Bon, je pense qu'il est important que le jeune donne pendant quelques mois à son pays.
à sa nation. Et, voilà. Pour avoir connu, parce que je fais partie de ces gens-là, le service national que nous avions, je pense que c'était important et que les souvenirs que nous avons, d'ailleurs, ceux qui ont fait le service national, souvent on est resté 1 an avec, enfin 10 mois avec d'autres jeunes, on a pu se mélanger, on venait de partout, on avait des milieux qui étaient... on avait tous les milieux que l'on retrouvait, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous pouvions, là c'est le représentant de l'État qui parle, si je puis dire, et nous pouvions aussi tout simplement avoir des enquêtes sanitaires et d'autres sur les jeunes. Le seul défaut, c'est qu'on n'avait que les garçons. Voilà. Et là, que le service civique, bon, c'est pas ça, mais au moins on a un garçon. Non, mais c'est vrai, il y avait que les garçons. On ne savait pas, les filles, malheureusement, on n'était pas capable de dire telle maladie, tel problème, etc., qu'on pouvait dire chez les garçons. Voilà. Puisqu'on avait, on avait un suivi médical pendant l'année où il y avait le service militaire. Il y avait même mieux, puisqu'on passait les 3 jours, et les 3 jours, on avait des tas de tests, donc ça veut dire qu'on voyait toute la population française, enfin, tous les jeunes qui avaient entre 18 et 20 ans, à l'âge de 18 ans. Donc je pense que c'est une très bonne chose, et je crois que pour être favorable au service civique, si j'osais, je vous dirais que pourtant c'est ma famille politique, je crois qu'on a fait une grosse erreur, on n'aurait pas dû le supprimer, on aurait dû le transformer. Voilà. Peut-être ne plus parler de service militaire, enfin service national, mais le faire autrement. Voilà. Alors malheureusement, il a été complètement supprimé, il était galvaudé, tout simplement, puisqu'il y en avait plein qui ne le faisaient pas, puis les militaires ne souhaitaient pas avoir certains, donc ils les réformaient plus facilement. Voilà. Donc il vous est simplement dit, nous allons demander l'agrément. De toute façon, partageons notre avis sur l'intérêt du service civique. Je vous en remercie. C'est juste sur le fait que, sur le principe, là on vote sur le principe, on aurait bien aimé avoir, par la note de synthèse qui est très synthétique, les sujets sur lesquels le dossier de demande sera constitué, puisqu'il y a constitution d'un dossier avec précision, des thèmes, etc. Bon, là, vous avez cité 3 ou 4 thèmes qui conviennent, en fait, c'est minimaliste. On aurait aimé un petit peu. Pour être clair avec vous, je ne l'ai pas mis et je ne souhaite pas le mettre parce que ça va se discuter avec les services de l'État. Bon, voilà. Et que vous savez comment ils sont, les services de l'État. Ils veulent que vous fassiez ce qu'ils veulent. Vous savez, l'État, c'est faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. Bon, voilà. Donc ça va être une discussion, comme c'est eux qui payent. Voilà. Donc nous, ça ne coûtera pas grand-chose, on participera à ça. Et en fait, ils vont vouloir peut-être que ça aille plus dans telle thématique plutôt que dans telle autre. Voilà. Et puis on a aussi des jeunes qui vont se présenter, qui vont être volontaires. Il faut aussi que ça corresponde à la thématique dans ce cas-là. Alors est-ce que la thématique, elle ne sera pas dans le cadre du dossier demandé sur tout, et après au cas par cas, ça sera validé avec l'État. Vous voyez, donc, voilà, plus de questions là-dessus, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Donc ensuite, alors je suis allé un peu trop vite, nous avons la création d'un poste non permanent pour un accroissement temporaire d'activité, c'est pour un agent de développement local. Il s'agit d'un poste pour 1 an maximum, pour un contractuel. Donc, vous avez la note de synthèse en fait qui est claire là-dessus. Voilà. Voilà, c'est un temps complet, donc je vous rappelle, 17h30, hebdomadaire, et jusqu'au 31 décembre 2019, à compter du 1er janvier. C'est en fait pour exercer les missions de coordination et dynamisation des commerces locaux. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, donc je me vois. Je vous en prie, Monsieur Pisson. Dynamisation des commerces locaux,
et ainsi améliorer la qualité du service public. C'est plutôt des services au public. Parce que pour moi, le service public, c'est la commune. Voilà. Objection retenue. Et, Vous avez parfaitement raison. et le profil de l'emploi d'agent de développement local, démarcheur commercial, j'avoue que ça nous a un petit peu étonné, parce que c'est pas parce qu'il va s'occuper de commerce qu'il doit lui-même être un démarcheur commercial. Bon, c'est un petit peu étonnant. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent en développement local, qui ne sont pas démarcheurs commerciaux, qui n'ont pas de formation commerciale et qui sont tout à fait compétents pour favoriser la dynamisation du centre-ville et des commerces, etc. Bon, c'est un petit peu surpris. Écoutez, je dois reconnaître qu'on peut être surpris, mais en fait, c'est quelqu'un qui doit être un commercial et qui doit parler le même langage que les commerçants. Bon. Aujourd'hui, on a, avec malheureusement le pli qui a été pris par l'équipe précédente, on a des soucis d'équilibre commercial, parce qu'on a l'RD8N qui amène un peu tout vers elle. Or, on a au centre, comme du côté de la Graciane, comme le centre commercial de la Salle, on a des soucis. Donc, à la limite, c'est un peu pour leur amener, à ces commerçants, leur amener quelqu'un qui va dynamiser leur action, qui va être un peu une locomotive, qui va, voilà, c'est un peu un fédérateur. Donc, il faut qu'il ait lui aussi une démarche commerciale. Plus de questions là-dessus, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, non plus. Unanimité. Merci. Il a froid. Ah, mais c'est pas possible. Romain, tu as entendu la question, voilà. Remettre la soufflerie. Il va remettre celui-là et il va éteindre celui-là. Il faut prendre les fours. Non, ça va. Bien. Délibération suivante. Il s'agit du projet Belle-Ombre, accord de principe pour la cession sans prix relative au transfert des voies et espaces communs à la commune après achèvement. C'est un accord de principe que nous demande l'EPF pour céder, parce qu'il y a, vous avez compris, il va y avoir des cessions successives. Donc il faut que la commune dise qu'elle est d'accord. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Monsieur Pisson, vous avez la parole. Non, mais c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Justement, voilà un exemple où, à la lecture de la note de synthèse, à la fin, on a l'impression qu'il manque une page. On ne sait pas ce qu'on doit exactement. Il n'y a pas, monsieur le maire propose au conseil municipal ceci, cela. On comprend à travers la lecture du titre, mais ça reste quand même. On a vraiment l'impression qu'il manque la fin de la note de synthèse. Non, en fait, moi j'ai plutôt l'impression que c'est pas une note de synthèse, c'est tout simplement la texte de la délibération qu'on vous a mis. Et que c'est ça, monsieur le maire pour le municipal 2, et qu'après vous continuez le conseil municipal. Ça a été. Il est proposé au conseil municipal, vous voyez. Les frais d'acte sont à la charge de la commune. Monsieur le maire propose au conseil municipal de article 1 ça. C'est normalement on devrait voir, c'est à mon avis le texte de la délibération, c'est ça. C'est exactement ça. Mais au lieu de mettre le conseil municipal, oui, à l'exposé de monsieur le maire décide de, on a marqué monsieur le maire de nouveau propose au conseil municipal de. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne délibération. D'accord. Non, il n'y a pas. C'est pas grave. D'accord. Il retourne. Mais Il y a un formalisme à respecter. Mais à toutes les notes de synthèse, il n'y a pas monsieur le maire. Alors je vois que ça, c'est sans doute une partie de la délibération, c'est ça ? C'est dans la devise, c'est dans le rapport. Ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est la forme. Mais pour le service civique non plus, il n'était pas. Non, mais c'est pour ça qu'ils me font. Ils mettent les délibérations, c'est plus simple pour eux de mettre les délibérations. Bon, voilà. Faire une note de synthèse, c'est. Voilà, donc vous avez compris le truc. Voilà. Donc puisque vous avez compris,
l'accord de principe. On va mettre aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'acquisition des parcelles cadastrées, alors section BS 68 et BV 161. Alors ça, ce qui vous est proposé, on va, si vous le voulez bien, la couper en deux. On va faire une délibération, pour l'achat et une délibération pour la cession. Pour moi, c'était simple. On faisait la même, puisqu'en fait, il y a deux. Maintenant, il faut faire deux délibérations, puisqu'il va y avoir un acte de cession et un acte d'achat. Alors, donc on va d'abord parler des 51 399 mètres carrés qui appartiennent à M. Burkhardt Jean-François et Mme Burkhardt Corinne. Donc vous avez une est au milieu de Vaunières et l'autre elle est plus haut, elle est contiguë à Guidrut, la BS 68. Donc il vous est proposé d'acheter ces 51 399 mètres carrés au prix de 185 000 €. Donc vous avez vu le prix pour 5 hectares. J'ai eu l'occasion de voir une parcelle de 700 mètres carrés, constructible évidemment, là c'est pas constructible, vous allez me dire, sur le Bon Coin, qui valait 700 mètres carrés, 720 mètres, pardon, 380 000 € sur Roulouaire. Quand on voit ça, on peut se dire, voilà. Bon, ben là, on a pour la moitié, en prix, on a 51 mètres carrés. 70 fois plus. Voilà. Bon, il ne faut pas s'en féliciter, mais bon. Voilà. Et celle-là, elle est évidemment, vous l'avez compris, liée à la possibilité de céder l'extrémité sud du chemin du Cougnaou, le long de la parcelle de M. Burkhardt. Donc c'est la deuxième délibération, puisque nous la coupons en deux. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus, ou est-ce que c'est clair? Je vous en prie, M. Christian. C'est clair, puisque c'est la troisième fois qu'on voit ce sujet. Et donc, à la dernière conseil municipal, vous nous aviez expliqué que cela allait incomber à la métropole. Puisque on avait abordé ce sujet, vous avez dit maintenant c'est une métropole. Bon, effectivement, la délibération numéro 13, le rapport numéro 13, nous fait comprendre que pour l'instant, les eaux pluviales, ça reste encore pour 1 an et demi, 2 ans, de la compétence de la commune. Donc le rapport numéro 13 aurait dû être avant, ça aurait expliqué que du coup, ce qui était vrai au dernier conseil municipal a changé, et aujourd'hui, c'est la commune qui se charge de l'achat de cette parcelle. Exactement. Je rappelle là-dessus que nous avons une subvention aussi pour l'achat. Et on avait aussi évoqué le mois dernier le fait que, pas contrepartie, mais en même temps, c'est un mot à la mode, qu'en même temps il y aurait le don à M. Burkhardt du chemin du Cougnaou. Nous avions fait remarquer le mois dernier que l'enquête publique avait conclu que ce chemin n'était plus utilisé. Mais on avait quand même rappelé pourquoi il n'était plus utilisé. C'est que le bénéficiaire, M. Burkhardt, a progressivement fermé le chemin à la circulation, piétonne et cycliste, et comme par hasard, avec passé plus personne, évidemment. Alors aujourd'hui, eh bien, il va pouvoir utiliser ce chemin ou le supprimer, puisque les deux terrains qui sont de part et d'autre du chemin lui appartiennent, donc je suppose que ça sera le plus aisé dans son exploitation de relier les deux terrains, quelque chose comme ça, peu importe. Et vous nous aviez dit, monsieur le maire, que ça permettrait de faciliter l'achat du terrain, en particulier BS numéro 68. Bon, je vois qu'effectivement la commune se porte acquéreur
si ce n'est que vous avez connu, monsieur le maire, plus habile négociateur d'habitude, c'est-à-dire qu'on achète ce terrain au-dessus de sa valeur. Donc, nous ne serons pas favorables sur ce principe, pas sur la finalité, mais sur ce principe, à cette vente et cet achat. Ok, vous dites au-dessus de sa valeur. Les domaines l'ont évalué à fourchette haute 180 000. Quand on dit 185 000, excusez-moi, mais bon, on n'est pas, soyons sérieux, quoi. On a 5 hectares, 51 399 mètres carrés, dont on a besoin pour protéger Vaunières, c'est clair. Hein. Donc après, ça n'a que trop duré, hein, vis-à-vis des gens de Vaunières. On voit avec le réchauffement climatique, on a quelques soucis maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'on n'a plus de feux de forêt. Touchons du bois. Hein. Le maire, le président du ZIS que je suis, n'est pas mécontent, mais que par contre, on se trouve avec des épisodes sévenols qui deviennent des épisodes méditerranéens. Pour l'instant, les Bouches-du-Rhône n'ont pas été trop concernés, mais dans le Var, dans les Alpes-Maritimes et plus à l'ouest, l'Aude, l'Hérault, le Gard, voilà. Donc on est entre tout ça. Donc moi j'avoue que ce que je veux aussi, c'est qu'on aille au plus vite pour pouvoir protéger le... On n'avait pas connu, moi j'ai connu, j'étais maire en 1993 ou 94, une des 2 années, je ne sais plus, où Vaunières, vous aviez de l'eau jusqu'au genou, à Vaunières. Donc ça veut dire qu'on a quelques soucis. C'est pas pour rien que ça a été mis en réserve pour en faire un bassin de protection, de rétention. Voilà, c'est clair. Alors il faut avancer, vous avez raison, on aurait peut-être pu, mais à un moment donné, vous savez, il faut aussi lâcher. Quand la commune, vous me dites, je vous en remercie des fleurs que vous m'envoyez, bon ben là, on va considérer que ça ne marche pas à tous les coups, mais que là, on a quand même pas trop mal négocié. Voilà, pas trop mal négocié, parce qu'au début, on était à 50 ou 60 000 euros de plus, quoi. Voilà, donc j'ai noté que vous votez contre. Alors contre, abstention, donc 2 contre, abstention il n'y en a pas, donc majorité, je vous remercie. Ensuite nous avons la délibération concernant la session, même vote, ok merci. Ensuite nous avons adhésion au réseau Chaînon, Fédération des nouveaux territoires des arts vivants et au réseau Cercle de Midi pour l'année 2019. Bon, c'est l'éternel, tous les ans on a la même. Oui. Donc, je vous rappelle que le réseau Chaînon, c'est une association qui fédère sur le plan national 250 équipements et projets culturels. Et c'est à ce jour le plus important réseau de diffuseurs en France. Le Cercle du Midi est constitué, lui, de 20 structures de diffusion de spectacles et a pour objet de développer le spectacle vivant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. C'est une des 12 fédérations du réseau Chaînon. L'adhésion à ces réseaux Chaînon et Cercle du Midi permet à la ville de Bouxbel-Air de présenter des œuvres originales et de réduire les coûts en bénéficiant de tarifs préférentiels. On a une réduction entre 200 et 400 euros par cachet, d'organiser des tournées grâce à la mutualisation des frais de transport. Pour la saison 2017-2018, on a 4 séances de 3 spectacles qui sont programmées dans le cadre des tournées Chaînon. L'ouverture de saison, on a eu Cube le 9 septembre, c'était de la danse avec des danseurs qui venaient du Canada. On aura en 2019 dans le festival Mon Échappée Belle le 29 mars Goupil pour le jeune public. Et on a eu le 20 octobre un café-concert au château qui s'appelait La Mossa. L'adhésion se monte à 600 euros. Voilà, tout le monde a compris, pas de questions, donc je m'ouvre cette délibération, on voit compte. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la convention de partenariat pour l'organisation du festival Jazz sous les étoiles. Rapporteur Marie-Odile Armandon.
Alors, dans le but d'enrichir l'offre culturelle dans le domaine musical en période estivale, la ville de Bouxwiller souhaite apporter son soutien à l'association JH Fonsolière Événements pour l'organisation d'un concert de jazz le 12 juillet 2019. Actuellement, la ville propose la fête de la musique le 21 juin, de la musique classique avec les rendez-vous musicaux dans les jardins d'Albertas la dernière semaine de juin. Grâce à ce partenariat, un nouveau style musical, le jazz, pourra être abordé. La convention de partenariat détaille les missions de l'association qui doit assurer l'organisation générale de la manifestation et son bon déroulement, ainsi que les aides directes et indirectes que lui apporte la ville. Le fait qu'une association soit aux commandes de cette manifestation permet à celle-ci d'obtenir des subventions d'autres collectivités territoriales et d'autres institutions publiques ou privées. Donc il vous est demandé d'approuver cette convention et d'autoriser le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Enfin, moi je suis ravi parce que depuis le temps que nous voulions faire un festival de jazz, ça manquait un peu je crois sur la commune, donc en tout cas je suis ravi. Donc pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous allons changer de rapporteur. Nous allons, avec Mathieu Pietri, à Saucé-les-Pins et à Seine-les-Alpes pour 2 classes de découverte. Oui, merci Monsieur le maire. Donc les 2 délibérations suivantes sont assez classiques et concernent l'organisation de classes découvertes pour les écoles de la commune. La première, effectivement, concerne l'école de la Bergerie à Saucé-les-Pins du 1er au 5 juillet 2019. Donc, on vous propose la participation de la commune à hauteur de, en fonction des tranches de revenus donc, qui ont été définies dans les tableaux qui ont été joints à la délibération. Pour les coefficients familiaux de moins de 460 €, une participation de la commune à 268 €. Pour les coefficients familiaux entre 460 et 610 €, une participation communale de 218, entre 610 € et 800, 167 €, entre 800 € et 1050 €, 117 €, 1050 et 1500 €, une participation communale de 100 €, et enfin pour les coefficients familiaux de plus de 1500 €, une participation communale de 67 €, sachant que le séjour reviendra à 335 € par enfant et sera donc financé entre 20 à 80% par la commune. On fait les 2 délibérations. Ah pardon, j'ai pas de... Attendez. Oui, question. Vous dites, Monsieur Pietri, que les tableaux détaillant les conditions d'aide sont jointes au rapport. Non, justement, c'est encore une remarque qu'on veut faire. C'est que pour les 2 rapports concernant les classes de découverte, eh bien, pour nous, ça s'arrête à une aide de 20 à 80% selon le quotient familial. Il n'y a pas le tableau qu'il y a comme chaque année. Voilà. Donc, bien sûr, on est favorable, mais pour le principe... Pour le principe, M. Plisson, moi, je vais m'abstenir. Ben, vous abstenez, ok. Pour le principe, je dirais que depuis mardi soir, vous avez un truc, vous avez mercredi, jeudi, vendredi, et aujourd'hui, où vous pouviez venir nous signaler ou appeler en disant « Écoutez, on n'a pas le tableau, on pouvait vous le transmettre par voie électronique. » Bon, après, si vous voulez faire de la... Il n'y a pas de problème. Quand vous voulez, M. Plisson, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, j'ai tout mon temps. Moi aussi, moi, pas tout à fait. Mais c'est pas... je ne viens pas vous chercher là-dessus, comme vous avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'il est normal qu'on ait un document qui soit complet. C'est normal, c'est... Bon. Voilà. Après, c'est vrai que s'il y avait eu un cas, évidemment, un petit coup de fil, c'est donné, mais regardez, on est déjà au 3e et 4e cas où il y a
des imprécisions, des choses pas finies, quoi. Et puis vous verrez qu'il y en a encore un plus loin. Bon voilà, on n'en fait pas du tout une histoire, juste on alerte et on est certain que dorénavant ça ira bien. Je pense que l'administration vous a entendu. Allez. La seconde délibération donc, concerne l'école des Pins et une classe de découverte au centre Chantemer à Seine-les-Alpes pour un séjour donc, de 351 € par enfant du 20 au 24 mai 2018 pour 2 classes de CP. Donc l'aide fournie par la ville de Goubelaire sera également entre 20 et 80% en fonction du coefficient familial. Donc, et selon les tranches de revenus qu'on a déjà vues. C'est classique en plus. Tout ce qu'il y a de plus classique. Bien, donc pas de questions sur cette délibération. On considère que l'autre, elle est adoptée avec 2 abstentions, c'est ça? La classe de découverte. Même vote? Même vote, allez, ok. Alors ensuite, nous allons passer à toutes les délibérations financières. Et on va concernant les finances, et on va passer la parole à monsieur Teddy Alexander. Alors on va avoir d'abord la convention de dette récupérable relative au transfert de compétences de la commune vers la métropole au 1er janvier 2018. Bon, merci monsieur le maire. Alors, les transferts de compétences à la métropole Aix-Marseille-Provence s'accompagne par la reprise de l'ensemble du passif lié à l'exercice de ces derniers. Lorsque les emprunts ne peuvent pas être individualisés par compétence, il est proposé l'application des mécanismes alternatifs dits de dette récupérable. Ainsi, la commune continue à rembourser ses emprunts sans transfert de contrat à la métropole, cette dernière remboursant à la commune une quote-part d'emprunt. Néanmoins, pour ce faire, une convention entre la métropole et la commune concernée doit être rompue. Cette convention, si annexée, précise pour chaque compétence concernée les annuités dues à la commune par la métropole au titre du dispositif. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la délibération ci-après. À l'article 1 est approuvée la convention de dette récupérable jointe en annexe entre la commune et la métropole Aix-Marseille. Article 2. L'enregistrement de la créance auprès de la métropole sera imputé sur le compte 27 276 351. Les recettes correspondant au remboursement de cette créance par la métropole à la commune seront imputées de la manière suivante. Compte 276 351 pour le remboursement du capital, compte 762 32 pour remboursement des intérêts de la dette récupérable. Article 3, monsieur le maire est autorisé à signer la convention de dette récupérable ainsi qu'à prendre toute décision nécessaire à son exécution. Alors vous savez que la métropole nous fournit la délibération, parce qu'en plus, et qu'on est dans la technocratie la plus complète, vous avez compris, hein, ça c'est clair. Ils nous piquent de l'argent tous les ans ad vitam aeternam, mais ils ont condescendu quand même à reconnaître que peut-être on avait encore à rembourser de la dette, et donc ils nous aident et ils ont calculé une dette moyenne. Voilà ce que ça veut dire. Il vous a expliqué tout ça, mais moi en 3 mots, je vous ai expliqué ce qu'il en était. Donc on va avoir une légère recette pendant quelques années, qui est, je crois que c'est 7 ans, non? Enfin, ça dépend de la compétence. C'est 7 ans et 11 ans, je pense. 7 ans. Une est à 7 ans et l'autre est à 14 ans. À 14 ans. L'autre est à le temps, oui, donc voilà. Mais alors, je vous garantis qu'on va obtenir peanuts. Mais par contre, ils nous ont mis plein pot pour le transfert de compétences dans le transfert de charges et donc lorsqu'on va nous enlever l'attribution de compensation. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Allez, ensuite nous passons à la délibération suivante. Il s'agit donc de l'admission en non-valeur. Non, pardon, il y en a une autre. Approbation des avenants numéros en convention de gestion, etc. Rapporteur, Teddy Alexander. Assez long, comme on le voit. Donc, depuis le 1er janvier 2016, la métropole d'Aix-Marseille-Provence
s'est substitué de plein droit aux 6 anciens PCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de la loi du 7 août 2015 dite loi Nord. Afin de garantir la continuité des services publics jusqu'à la date à laquelle la métropole sera en mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur confiant par convention la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des attributions de la métropole. Ainsi, par délibération du 14 décembre 2017, la métropole décide de confier à la commune de Bourbélaire des conventions de gestion portant sur les domaines suivants: services extérieurs, défense contre incendie, eau pluviale, plan local d'urbanisme, documents tenant lieu ou carte communale, création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire, aéroportuaire. Par courrier en date du 22 juin 2018, la métropole nous indiquait qu'à compter du 1er juillet 2018, la métropole assurait la gestion de la compétence relative à la planification urbaine. La convention de plan local d'urbanisme, document tenant lieu ou carte communale, a par conséquent pris fin à compter du 30 juin 2018. Ainsi, il est proposé de prolonger d'un an la durée des conventions de gestion des compétences suivantes: services extérieurs, défense contre incendie, eau pluviale, création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires, afin que le transfert effectif soit concomitant au transfert de la compétence aux voiries et l'espace public. Question à Teddy Alexander. Vous savez, c'est la reconduction des conventions de gestion. Reconduction, c'était déjà fait. Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, toujours Teddy Alexander qui va nous parler de l'admission en non-valeur des titres pour l'exercice 2017 et 2018. Oui, monsieur le maire. Donc, suite à la transmission par Madame la trésorière municipale de Gardanne d'un état de demande d'admission en non-valeur des exercices 2017 et 2018, il est donc proposé au conseil municipal la régulation de la situation budgétaire et d'admettre ces titres en non-valeur. Il y en a donc pour le conseil municipal, je vais sortir. 1908,29 €. Ah oui, qu'elle dise pas que... En partie, ce sont des cantines non payées, des enlèvements de voitures. Les gens sont décédés ou on ne les trouve plus. En fait, ça représente cette somme, la plus grande partie, c'est ça. Voilà. Question ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Juste pour la lecture. Est-ce qu'on peut donner le micro à monsieur... Mais on n'a que 2 micros ici. Je ne sais pas si vous avez le même tableau que nous, mais j'ai sorti la grosse loupe pour pouvoir déterminer quel était le montant de 1908,29 €. Bon, voilà, c'est encore un petit détail, mais à force, ça reste. Mais vous savez, on vous a transmis tout simplement ce que nous a transmis la trésorière, parce qu'il faut que c'est signé par elle. Bon, alors j'avoue, monsieur Pisson, que moi je ne sors pas de loupe, mais que j'arrive à lire quand même. Hein. Ce Pisson, là, vous m'étonnez quand même. C'est pas gros. Hein? C'est pas gros, je suis d'accord avec vous, mais moi j'arrive à lire. Hein. C'est ce que je vais te dire. Allez, ok. Trêve de plaisanterie, on est quand même dans les choses sérieuses, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même 1 centime. Vous avez vu, il y a un reste à réaliser inférieur au seuil de poursuite. C'est la Poste nous doit 1 centime. Exactement. Parce que la Poste a dû, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, son loyer qui est de 3210,86 a dû nous payer que 85. Donc il y a un reste à réaliser de 1 centime. Et la trésorière, au lieu de téléphoner à la Poste, se dire la prochaine fois, mettez-moi 1 centime de plus et on n'en parle plus, eh ben non, on passe avec délibération du conseil municipal, etc., etc. Voilà. Et après, on s'étonne qu'il y ait des gilets jaunes. Moi, je veux vous dire, je ne m'étonne pas qu'il y ait des gilets jaunes. Quand on voit ce que c'est devenu maintenant, la technocratie. Voilà.
Voilà. Donc je mets aux voix cette admission en non-valeur. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons toujours avec Teddy Alexander qui va nous parler de l'ouverture de crédit d'investissement par anticipation pour l'exercice 2019. Oui, c'est comme chaque année déjà. On ouvre par anticipation les crédits de l'investissement pour 25%, ce qui va correspondre par exemple dans le chapitre 20 à 209 998, c'est-à-dire les immobilisations corporelles. En chapitre 204, subvention d'équipement versé, ça va faire 3 750 euros. En chapitre 21, immobilisation corporelle, 566 608. Et dans le chapitre 23, immobilisation en cours, 1 226 192. C'est une opération que nous faisons chaque année. Donc je pense que là c'est classique. Hein. Ok, donc je mets au voix, mais il faut quand même que nous délibérions. Voilà. Autrement, on ne peut pas payer les factures tant qu'on n'a pas adopté le budget. Voilà. Donc on a des factures qui vont nous arriver ou qui nous sont déjà arrivées, mais que nous ne pouvons pas payer parce que le paiement est court depuis le 10 décembre, c'est ça Caroline, hein? Voilà. Depuis le 10 décembre, on ne paye plus rien. Voilà. Et que maintenant, en plus, on n'a plus la journée complémentaire. Voilà. Donc je mets aux voix cette délibération, voix contre, il n'y en a pas évidemment. Abstention, ok, abstention, donc unanimité des votants. Merci. Nous allons passer à la délibération suivante. Alors il s'agit de budget de la commune, décision modificative numéro 3. Rapporteur Teddy Alexander. Oui, donc je vais aller très vite. Je vais vous faire grâce des opérations financières que vous avez sur le budget. En fait, il y a deux opérations. Il y a une opération d'amortissement de subvention pour 1 782 euros qui s'équilibre donc parfaitement. Et nous avons une deuxième en dépenses de fonctionnement qui est un contrat de prestation de service pour 10 000 euros qui correspond à des audits d'habitat insalubres et qui s'équilibre donc par le chapitre 11 par le basculement sur les frais d'acte et le contentieux. Donc l'opération de décision modificative s'équilibre parfaitement avec 0 euros. Voilà, simplement, j'ai souhaité que nous fassions cet audit. Pourquoi? Vous l'avez tous compris, à la suite de ce qui s'est passé à Marseille, on se rend compte qu'il y a des immeubles privés qui se sont effondrés, qui ont entraîné, vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris, l'effondrement d'un bâtiment qui appartenait à la mairie, que je sais pertinemment qu'il y a des logements insalubres, mais ils n'ont pas péril, hein. Les locataires me le signalent, donc il y a toute une procédure d'habitat indigne, enfin on fait ce qu'il faut, mais par contre il y a peut-être des propriétaires occupants qui ne regardent pas la pérennité et la fiabilité de leur immeuble, donc je préfère que nous, avec des experts, écoutez, ça va nous coûter une dizaine de milliers d'euros, mais je préfère qu'on aille voir l'ensemble des bâtiments et qu'ils nous disent, ils vont même pouvoir pénétrer, évidemment, si les gens le permettent, évidemment, dans les bâtiments où ils se demandent s'il n'y a pas un problème. Hein, voilà. Comme dans le centre ancien, on a un peu des soucis, on va refaire le mur, on a des soucis sur le mur de soutènement du château, hein, je veux dire, bon, ça on le sait, mais et qu'avec les pluies qui gonflent la terre derrière, ça gonfle et des fois les murs tombent. Voilà, sur cette DM3, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Plisson. Encore une remarque dans la note de synthèse. Il est proposé de délibérer sur la décision modificative numéro et pour un montant total de... Et il n'y a pas de montant. Et on vous a dit que c'était zéro. On vous a dit que c'était zéro d'ailleurs. Donc vous voyez, donc il n'y a pas de montant. Bon. On va mettre zéro. C'est le problème des copier-coller. Parce que souvent on enlève ce qu'on a fait la dernière fois, la fois d'avant, mais on oublie de rajouter. Voilà. Ou alors on va faire coller et on retrouve ce qu'on avait la dernière fois. Mais encore une fois, monsieur Plisson, vous auriez téléphoné à la DGS pour lui dire, machin, ben oui, ça vous aurait évité en conseil municipal ce genre de remarques. Non mais j'assume, hein, voilà. Il y avait tous les détails de la décision. Pardon? Ben oui,
Bon, là, il n'y a pas le montant dessus, mais on a bougé quand même. Là, vous n'aviez pas qu'une note de synthèse, vous aviez d'ailleurs l'intégralité de l'ADN. Ah bon, d'accord, non, ça va. Ôtez-moi d'un doute, parce que je me suis dit, s'il n'y avait pas les documents financiers... Immédiatement, c'est pour ça qu'il y a une simple relecture, voilà, sans plus. Non mais, Monsieur Pissot, je sais pertinemment qu'en ce qui vous concerne, vous aviez la réponse à la question que vous avez posée ce soir. Voilà, parce que vous savez lire une DM. Allez, donc sur la DM3, je pense que vous allez vous abstenir. Donc, majorité des votants, il n'y a pas de voix contre. OK. Ensuite, nous passons à la délibération suivante. Alors, il s'agit d'un mandat spécial donné à une délégation du conseil municipal dans le cadre d'une représentation en Fiesole. Teddy Alexander, et après je sortirai, vous comprenez pourquoi, je sortirai pour le vote de cette délibération. Oui, donc par délibération numéro 180602, mandat spécial est donné à une délégation du conseil municipal dans le cadre d'une représentation à Fiesole en Italie. Par cette délibération, le conseil municipal a confié un mandat spécial à M. Richard Mallier, maire de Bourbelair, M. Roger Mousser, adjoint maire, Mme Claudine Lachinte, conseillère municipale, Mme Marie-Pierre Vitiello, conseillère municipale, M. Jean-Marc Breton, conseiller municipal, M. Jérémy Sénateur, collaborateur du cabinet du maire. Pour se rendre à Fiesole du 14 au 16 septembre, afin de représenter la commune. Les frais afférents à ce mandat spécial confié par le conseil municipal devraient être pris en charge par la commune sur présentation de justificatif. Les frais relatifs à ce mandat spécial sont imputés au budget primitif de la commune, section de fonctionnement, chapitre 65, article 65.2, frais de mission des maires adjoints et conseillers, et article 62.56, mission. Monsieur le maire ayant pris en charge l'ensemble des dépenses à son compte, il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser, à titre dérogatoire, le remboursement de l'ensemble des frais suivants: restaurant, hôtel, carburant, péage, directement à monsieur le maire. Voilà, vous avez compris que vous allez avoir la parole. Je veux quand même expliquer ce qu'il en est. Le trésorier, on avait fait référence à comme on faisait depuis 4 ans, quoi. Je veux dire, c'est clair. Quand il y a des déplacements, bon, il n'y avait jamais eu de problème, mais là, avec le nouveau trésorier, la référence ne correspond pas à ce qui s'est passé. Alors, moi, je suis tout à fait transparent. Il m'a semblé d'abord, il fallait payer l'autoroute, donc il fallait que quelqu'un donne sa carte bleue. J'ai donné ma carte bleue. On n'allait pas demander aux 7 qui étaient dans le véhicule de donner chacun sa carte bleue, parce que le péagiste nous aurait pris pour des fous. Bon, vous avez compris. Quand le gars a fait la facture, parce qu'elle était au nom de la mairie de Bel-Air, la facture de l'hôtel, avec les nuits d'hôtel. Il y avait 7 chambres, je crois, c'est ça, 7 chambres pour 2 nuits. Donc imaginez, 7 chambres pour 2 nuits, c'est quand même pas pareil, c'est le genre d'un millier d'euros, je crois, de mémoire. Hein, bon. Donc le type, il me donne la facture. Je lui dis, vous avez une facture? On était un peu pressés parce qu'on nous attendait, etc. Il fallait qu'on parte, puisqu'on partait de l'hôtel. Donc j'ai donné ma carte bleue. Les justifiés de carte bleue ont été donnés, le péage, le mazout, pareil, hein, pour mettre dans le véhicule de location. Enfin voilà, donc bon. Le gasoil. Le gasoil, c'est pareil. Le gasoil, etc., etc. Ben, le trésorier ne voulait pas payer avec la délibération de l'autre jour. Bon voilà. Donc je ne suis pas à répondre à vos questions. Vous savez, moi je suis complètement transparent. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je vais même sortir pour que chacun, en son âme et conscience, puisse voter tranquillement comme un compte administratif. Mais si vous avez des questions, M. Pisson, j'y répondrai très volontiers. Il n'y a aucune mise en cause de notre part de la transparence sur le fait qu'il faut que vous soyez remboursé. Non, le problème n'est pas du tout là. Le problème, c'est que le 3 septembre 2018, au conseil municipal, on vous avait posé la question de savoir combien coûterait ce déplacement. Et vous aviez dit, il ne devrait pas dépasser le millier d'euros, car nous sommes reçus par les Italiens. Et donc on s'aperçoit, comme on s'y attendait, qu'en fait il a fallu tout payer, ce qui nous confirme dans l'idée que le rapprochement avec Fiesole
ne se fait pas en réalité, et qu'on a de plus en plus de déplacements sympathiques, mais qui n'aboutiront jamais sur au-delà d'un traité d'amitié qui n'engage personne, etc. Donc voilà, on pense que bien sûr il faut que vous soyez remboursé, mais à la limite, il faut peut-être songer aussi à stopper là ce qui ne se fait pas avec Fiesole et qui a, je crois, bien d'autres problèmes, vu son niveau d'endettement, que rapprochement avec Baudelaire. Monsieur Plisson. En plus, bon, on n'a pas non plus le montant du remboursement, ce qui, dans une délibération, est nécessaire. Teddy, je te demande, je comprends pas pourquoi vous ne mettez pas le montant, donnez le montant, hein, je veux dire. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je vous dis, il n'y a aucun problème sur cet aspect de votre remboursement. Il est ailleurs, le problème. Eh bien, non, mais il vous dit qu'il y est... C'est le rapport au conseil municipal. Il a un suspicion de ça. Je suis sûr qu'il va me faire une connerie. Ça, j'en étais sûr. On ne donne plus les On a bien le rapport, il n'y a pas de montant. Il y a écrit note de synthèse en... Alors on n'a pas les mêmes documents, ce qui alors commence à nous Non, mais il y a écrit quoi en haut? Il y a écrit note de synthèse en haut de votre page. Remet les pieds dans la merde. Ils ont la note de synthèse, ils n'ont pas le rapport. Normalement, il faut qu'il ait derrière le rapport au conseil municipal. Eh bien, on ne l'a pas, vous voyez. Donc on aurait dû effectivement téléphoner pour demander le montant, etc. C'est encore mieux si c'est écrit directement. Bon, donc donne, s'il te plaît, les sommes. Alors, nous avons restaurant pour un montant de 101,10 €. Ah ben, le total fait 1439,25 €. Non, mais j'aimerais pas que le total donne un peu le... Voilà, donne le détail. Il est pour de 1046 €. Le carburant pour 158,95 €. Le péage pour 133,20 €. Ce qui fait un montant total de 1439,25 €. Alors simplement, maintenant je vais vous répondre, M. Plisson, sur votre intervention. Je rappelle qu'on a déjà eu un débat en conseil municipal là-dessus et que j'ai expliqué que nous étions très réservés maintenant vis-à-vis de Fiesole. On va attendre, je l'ai dit, les élections municipales à Fiesole pour savoir ce qui s'y passe. Bon. Et après, pour savoir si on continue ou on ne continue pas. Je suis d'accord avec vous. Là, nous avons eu le débat, je ne sais plus, le conseil municipal d'octobre ou novembre, d'octobre je crois, non? Octobre, où... Non, c'était une fois qu'on est revenu. Une fois qu'on est revenu, puisque j'ai eu l'occasion, avec un conseiller municipal ici, qui est autour de la table, qui lui parle italien d'ailleurs, hein, qui était sur votre liste d'ailleurs, pour ne pas le citer, l'occasion de m'exprimer longuement avec le maire de Fiesole, et on a compris. On est d'accord, mais bon, donc on ne va pas revenir sur le débat que nous avons eu en conseil municipal du mois d'octobre. On va pas, si vous voulez, vous revenez encore dessus. Bon, si vous enlevez simplement, et vous avez raison, les Italiens, je vous l'avais dit, les Italiens ne nous ont pas hébergés. Et c'est pour ça qu'on a compris qu'il y avait un peu des soucis, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, si vous enlevez d'ailleurs les 1 000 € de facture, 1 000 € de poussière, de facture d'hôtel, hein, il y avait quand même... l'hébergement, il y avait quand même 14 chambres, hein, donc voilà. Puisque oui, 14 chambres, c'est 7 chambres pour 2 jours, 2 nuits. Donc ça fait 14 nuits, si vous voulez. Bon, voilà. Vous enlevez, si vous enlevez ça, il reste 400 et des poussières. Hein. Il ne reste pas grand-chose. Hein, pour des frais de déplacement de 7 personnes qui sont là-bas. Non, encore, il y a un restaurant au milieu. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je joue totalement transparent, je le dis, hein, et je dis qu'aujourd'hui, tant que les élections municipales à Fiesole n'ont pas eu lieu et qu'on n'a pas de résultats, on verra bien. On va reprendre langue, on verra bien si le maire qui est réélu ou le nouveau maire prend langue avec nous, on le laissera venir. Voilà, donc je vous propose de sortir, comme ça vous votez comme vous voulez, il n'y a pas de souci, et de laisser la présidence au premier adjoint pour vous faire voter. On n'a pas le temps de d'ailleurs à la porte, on va voter. Donc,
Je mets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Unanimité, je vous remercie. Retournez chercher. Voilà, on peut retourner chercher monsieur le maire. Ben, hein? Avant, quand c'était pour le compte administratif, j'ai vu même un petit peu sur cigarette. Et ça, je pense qu'il y a 25 ans. Deux abstentions. Bien, passons à la délibération suivante. Donc on a toujours avec Teddy Alexander, on va parler de la modification de programme, création de programme et crédit de paiement, qui est le truc assez classique. Donc concernant les caves du château. Oui, monsieur le maire. Donc il est proposé au conseil municipal de modifier l'autorisation du programme 2018.02, réhabilitation des caves du château comme suit. En il est réhabilité donc un montant de la cour initiale était de 364 800 et un avenant de 210 492, ce qui fait pour la paix un nouveau montant de 575 292 euros. Elle se répartit sur 2018 pour 100 000 euros toutes taxes, pour 2019 360 492 et pour 2020 pour 114 800. L'avenant sera financé par le Fonds régional d'aménagement du territoire 2018 à hauteur de 52 623 euros de l'autofinancement, l'œuvre TVA et l'emprunt. Je vous rappelle que c'est la consolidation des murs pour 210 492 qui change le montant initial de l'autorisation de programme. Question? Est-ce que vous avez des questions à Teddy Alexander? Mais c'est quand même extraordinaire, il n'y a que 2 micros. Pas une question, et simplement, il n'y a pas de problème. Apparemment, le projet a l'air de plus en plus intéressant sur les caves du château. J'étais à la commission patrimoine l'autre jour. Effectivement, on découvre des choses qu'on n'imaginait pas, etc. Donc très très bien. Simplement, je tiens à attirer votre attention sur le fait que sur un projet comme cela, comme je l'avais fait en commission patrimoine, il y a peut-être une opportunité de faire appel au mécénat. Le mécénat commence à bien fonctionner dans les communes et certaines communes du département ont eu des très bonnes surprises sur les possibilités de cette modalité. Donc on en avait parlé en commission patrimoine, on avait dit M. Pétry que vous y songiez, voire que vous y travaillez. Plus que songer, puisqu'en fait on a pris, je vous indiquais qu'on avait pris attache auprès de la Fondation du patrimoine, qui accompagne les collectivités publiques sur ce type de montages qui sont assez complexes à mener, que tout l'accompagnement auprès du territoire sera fait par la commune, mais que tout le montage juridique et financier sera assuré par la Fondation du patrimoine. Et ils abonderont également à hauteur de 50% d'une subvention des montants récoltés dans le cadre du mécénat. Donc en fait, c'est plus qu'il songeait, puisque c'est dans les tuyaux et c'est en cours. Dans ce cas, ça modifie quand même, je suppose, le montage financier. Est-ce que c'est pris en compte ou pas? Pour l'instant, non, parce que... Voilà. Non, mais pour l'instant, vous l'avez compris, on demande au conseil municipal une autorisation de programme. Après, on va les sortir crédit de paiement par crédit de paiement. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut évoluer, et ça évoluera comme ça en fonction de ce que nous avons. De toute manière, d'après ce que j'ai compris, c'est la commune quand même qui va porter le truc et qui aura des subventions. Donc ça veut dire que l'autorisation de programme, on l'aura quand même, et les crédits de paiement, on les aura quand même. On aura des recettes en face, c'est vrai, mais voilà. Donc vous voyez, alors, juste je vous entendais parler de la commission municipale patrimoine, c'est la commission extra-municipale.
patrimoine. Ce n'est pas une commission municipale. C'est-à-dire que ce n'est pas une commission issue du conseil municipal, c'est une commission issue et avec des élus, mais aussi beaucoup de bouquins qui viennent travailler dedans, et ce qui est important pour moi. On fait, voilà, les gens prennent, écoutez, ils montrent que leur commune, ça les intéresse, et on a fait plein de choses avec la commission extra-municipale du patrimoine, grâce à Mathieu Préti, comme d'ailleurs avec la commission extra-municipale fêtes et cérémonies. Je veux dire, là aussi, grands événements. On fait aussi beaucoup de choses avec des bouquins qui ne sont pas élus, qui n'ont pas d'intérêt particulier, je dirais, mais qui viennent travailler dans le cadre de leur commune et faire en sorte que notre patrimoine, nos manifestations et la vie communale soient fort sympathiques et qu'on soit bien à Bouc-Bel-Air. C'est pour nous le plus important. Donc je mets aux voix cette délibération à PCP concernant les caves du château. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons changer de rapporteur. Nous avons Armand Chamla qui va nous faire un bref compte-rendu, résumé du compte-rendu annuel sur l'exercice des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Merci, monsieur le maire. Non, pardon Armand. Tu vas faire les deux parce qu'en fait, on ne fait que prendre acte, on n'a pas besoin de voter. Donc, présente les deux ou présente un, puis on va demander s'il y a des questions, après on présentera l'autre. Effectivement, monsieur le maire, parce que s'il fallait que je vous lise tout le compte rendu, il faudrait mettre un peu plus de chauffage parce que c'est venu me faire frais. Bien. La commune de Bouc-Bel-Air a conclu avec la Société des eaux de Marseille un contrat qui a pris fin le 2 octobre, qui a pris effet le 2 octobre 1992 pour une durée de 25 ans pour la gestion parafermale des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Conformément à l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit mettre à disposition des usagers, des élus et des administrations le compte-rendu annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et de l'assainissement destiné à l'information des usagers. Ce rapport est mis à disposition par voie d'affiche et auprès du secrétariat général de la commune. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? De toute manière, le rapport est consultable, vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Oui, sur ces deux sujets, là, on fait deux rapports. Enfin, bon, je pose la question. Sur ces deux sujets, la compétence est passée maintenant à la métropole. Est-ce à dire que le compte-rendu sera délivré l'année prochaine au niveau de la commune ou au niveau de la métropole? Attends, parce que Armand, le problème c'est qu'on t'entend pas là. Non, juste un mot là-dessus. C'est vrai qu'on n'aura plus la compétence, enfin on n'a plus la compétence, janvier 2018, mais je pense que le rapport sera présenté concernant la commune de Bouc-Bel-Air, parce que c'est une DSP particulière, donc sera envoyée à la métropole qui nous le donnera aussi pour avis, je pense. Peut-être que le conseil de métropole aura aussi l'information. Mais en tout cas, moi je ferai en sorte que nous ayons l'information, qu'on ait le rapport chez nous pour que ceux qui veulent le consulter, ils puissent le consulter. Ça semble logique dans la mesure où c'est conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales où il est dit de mettre à disposition des usagers, des élus et des administrations. Donc, à moins de changer l'article, on devrait en avoir accès. Jean-Pierre, M. Pisson. Et, puisque vous faites référence à l'article L1411-3 du Code général,
moi, je vais faire référence à un autre article 1413-1, où non seulement on doit mettre à disposition du public les documents, mais normalement, pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants, il doit y avoir constitution d'une commission consultative des services publics locaux. Qu'en est-il d'un Bourg-Bel-Air? Elle existe. Elle existe. C'est prévu par les textes, oui. Oui, elle existe totalement. Là. Elle existe. Hein. Oui, tout à fait. Ben, on l'a déjà réunie plusieurs fois, puisque on est en la DSP. Oui, la DSP. Non, je parle de la commission consultative. Pas la commission d'attribution de DSP. Normalement, il doit y avoir une commission consultative constituée d'élus, d'élus de la majorité de l'opposition et de représentants d'associations locales et du public. Ouais, elle existe. Mais c'est pas la même que la commission des... Non, justement pas. Moi, je pense que c'est la même, M. Moi, je pense pas, puisque la Constitution n'est pas la même et l'article n'est pas le même. Il me semble qu'elle existe. Et oui, mais elle existe, parce que c'est la même que la commission... Non. La commission à laquelle j'appartiens n'est constituée que d'élus. Oui, mais la commission à laquelle vous faites référence, j'en fais partie, ce sont les élus. Là, c'est une commission consultative ouverte au public. Et donc, normalement, toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Non, mais c'est pas public, il comprend d'autres personnes que des élus, mais c'est pas. Représentant les habitants. C'est pas public. Voilà. Moi, il me semble qu'elle existe, hein, cette. Oui, elle existe. À ce moment-là, l'opposition. Elle existe. On l'a peut-être jamais réunie, hein. On l'a peut-être jamais réunie. Bon, l'administration va voir ça et nous dira ce qu'il en est. À la limite, c'est vrai que pour les habitants qui s'intéressent à ces aspects eau, assainissement et déchets, aller lire le document, bon, c'est bien, mais participer à une réunion où on leur explique, où ils donnent leur avis, c'est encore mieux pour la démocratie. Non, mais à mon avis, elle existe, donc ça veut dire qu'il faut la réunir. Écoutez, on verra au prochain conseil, vous aurez la réponse exacte, parce que j'avoue qu'il y en a tellement de commissions, de machins, de trucs, qu'après on ne sait plus où on en est. Voilà. Donc ok, tu as parlé aussi des déchets. Attends, on va donner le micro. Alors, je lis la note de synthèse. Depuis le 1er janvier 2016, par décret 2015-1085 du 28 août 2015, l'ex-communauté urbaine de Marseille et les 5 ex-communautés d'agglomération du pays d'Aix, allant à étant de Berre, Durance, Pays d'Aubagne et l'Étoile, Istres, Ouest, Provence, Martigues, ont été regroupés et intégrés à la métropole Aix-Marseille-Provence. Conformément à l'article L22 et ainsi de suite, la commune doit mettre à disposition des usagers, des élus de l'administration, le compte-rendu annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, destinés à l'information des usagers. Merci Armand. Voilà, on prend acte du truc avec les remarques de M. Plisson. Merci. Donc il nous reste, l'ordre du jour est terminé, il nous reste simplement les questions diverses. Alors, j'en ai reçu 4 de Mme Oberlin-Kels et de M. Plisson. On va commencer par la première, qui nous dit: lundi dernier, lors de son intervention télévisée, le président de la République a fait des maires de France ses relais, en leur confiant une partie des grands débats à venir. En êtes-vous d'accord? Et si oui, pouvez-vous nous indiquer les modalités que vous pensez mettre en œuvre pour organiser ces débats à Bourg-Bel-Air et assurer la remontée des demandes de citoyens? Alors, je vous dirai simplement une chose, c'est que c'est proprement scandaleux que M. Macron dise ce genre de choses, alors qu'il y a 3 semaines, 15 jours, où il y a eu 3 semaines, où il y a eu le congrès des maires et qu'il a refusé de venir, alors qu'il avait dit l'année d'avant qu'il allait venir. Voilà. Bon. Donc c'est bien gentil de refiler le bébé aux uns et aux autres. Bon. Par contre, il n'a peut-être pas compris
que cette histoire des gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné, les gens disent on a peut-être trop de taxes, on est trop taxé, on est trop imposé, on a trop de normes, et puis on a envie de vivre un peu comme on veut, et en fait, on ne peut pas vivre comme on veut. Aujourd'hui, vous nous mettez la métropolisation à outrance. Alors tu me dirais c'est mondial, hein. Les métropoles, on les retrouve mondialement. La métropolisation, les EPCI que nous avions, les 6 EPCI, les 5 communautés d'agglomération et la communauté urbaine, elles étaient bien, chacune dans leur coin. On marchait, on n'avait pas les mêmes compétences, ça marchait bien. Nous, dans le pays d'Aix, ça va faire 25 ans dans 15 jours qu'elle existe, enfin qu'elle existait, tout allait bien. Non, non, on vous fout une métropole qui va décider de tout, y compris, mesdames, messieurs, dans le côté le plus intimiste que vous pouvez avoir. Si vous avez envie de vivre dans une tente, eh bien vous ne pourrez pas, parce que la métropole en a décidé autrement. Je plaisante et je caricature volontairement. Bon, une fois que je vous ai dit ça, il faut, je crois, à un moment donné, il y a quand même une reconnaissance de sa part. Alors qu'il vous disait le contraire quelques semaines auparavant, il y a une reconnaissance, peut-être que les maires représentent quelque chose. Peut-être que, voilà, donc de ce fait, je pense qu'il faudra peut-être faire quelque chose. En tout cas, moi je vous dis, je le redis, tout simplement, moi d'abord, il n'y a que Loubelaire qui m'intéresse. Le reste, voilà. Donc cette commune, il faut la défendre, c'est vrai, auprès de la métropole, la défendre dans le département, jusqu'à quand, je ne sais pas, parce que le département, on vous parle de fusionner département et métropole, mais en tout cas, il faut quand même que les bouquins puissent s'exprimer, s'ils ont envie de s'exprimer. Alors le grand problème qui se pose, c'est que l'hôtel de ville, aujourd'hui, il n'existe pas, il n'existe plus. Donc moi je proposerais, on va attendre d'abord le kit, hein. Ils nous disent qu'on va recevoir un kit. Comment organiser le débat public? Je ne sais pas s'il faut faire des réunions, s'il faut prendre un cahier de doléances, en fait on ne sait pas. Madame Chantal Jouanneau, qui est présidente de la commission du débat public, là, n'a encore rien dit. Je veux dire, ils se sont réunis aujourd'hui à Matignon pour savoir ce qu'ils vont nous proposer. Donc je ne suis pas à même de vous répondre. Je suis pas à même de vous répondre précisément. En tout cas, je vous dis qu'on mettra un cahier de doléances numérique, parce que physique, c'est difficile de le mettre, numérique, hein, on peut faire ça, et puis on verra ce qu'ils vont nous demander, mais en tout cas, je pense qu'il faut participer à cette occasion que nous avons, hein. C'est clair. Deuxième question, vous parlez de la réunion relative à la pollution par les boues rouges, organisée par vos soins le 28 juin dernier, a été totalement détournée de son objectif d'échange citoyen par le sous-préfet et ses services. Pouvez-vous en organiser une autre prochainement pour privilégier cette fois-ci les questions du public qui n'ont pu être posées? Pardon. Je rappelle simplement que depuis le début, depuis maintenant 4 ans et demi, je sais plus, on a le comité des riverains, qui ça c'est que j'ai mis en place et qui se réunit, on va pas dire tous les mois, c'est clair, mais enfin une fois par trimestre, hein, on est à peu près là-dessus. On a à côté le comité local de suivi. Il semblerait que maintenant il y ait des gens, nous l'avons proposé il y a 4 ans et demi, la création, que personne, je crois que maintenant il y a des gens qui nous ont écrit, et il y a Loubelaire Environnement qui a des choses à dire. Donc moi je vais recevoir Loubelaire Environnement, je ne sais plus quand, dans les semaines qui viennent. Hein. Pardon? Vous savez la date? Début janvier, voilà, merci. Voilà, début janvier, pour que nous puissions discuter un peu des sujets qu'on va mettre à l'ordre du jour, et on fera, donc courant du mois de janvier, on fera un comité local de suivi. Hein, voilà. Donc j'espère qu'on va avoir un peu de nouveau. Il y avait un comité de suivi l'autre jour en sous-préfecture, c'est Monique Salomon qui est allée me représenter, je ne sais plus pourquoi, parce qu'on avait, c'était pas le conseil métropole, qu'est-ce qu'il y avait C'était quand? C'était les riverains, toutes les associations. C'était quand? Ah, c'était quand? C'était jeudi. Jeudi, voilà. Le jour du conseil de métropole, on me fait le comité de suivi. Je suis navré, moi, le conseil de métropole est aussi important pour défendre la commune. J'ai pu m'exprimer d'ailleurs sur le fait qu'on commence à en avoir ras-le-bol de la circulation à Loubelaire.
et qu'il faut apporter des recettes à la circulation. Et là, en plein conseil de métropole, j'ai pu m'exprimer là-dessus. Et je l'ai dit. Alors évidemment, je ne suis pas la seule commune, parce qu'il y a quelques maires qui ont dit oui, il a raison, nous aussi, mais bon, à un moment donné, il faut y aller, il faut dire, est-ce que c'est de la compétence de l'État, de la métropole, du département? Parce que maintenant, il y a quand même une collusion entre les uns et les autres. On a la chance d'avoir Martine Vassal, qui est présidente du département et présidente de la métropole. À côté de ça, le préfet, à qui j'ai écrit il y a maintenant quelques semaines, ne m'a toujours pas répondu là-dessus. Donc je vous proposerai, mesdames, messieurs, chers collègues, peut-être d'avoir une action là-dessus, parce que je crois qu'il va falloir être dur. On ne comprend pas, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Les 3 pigeons, on nous a fait quelque chose qui ne marche pas. Si, ça marche pour la sortie. Quand on veut sortir de la zone des mines, c'est sûr qu'avec le shunt, ça marche vachement bien. On part directement sur le trou. Par contre, sur l'entrée, ça ne marche pas. Donc, je commence un peu à m'irriter, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Donc, on reviendra là-dessus. Mais au Conseil de métropole, c'était jeudi, je ne pouvais pas aller au comité de suivi. On dirait quelquefois qu'ils vous font comme le SMED. Tiens, Armand, le SMED, maintenant j'y suis au titre de la métropole. Je voulais y aller, mais ils nous font le jour du conseil de métropole. Voilà. Donc, à un moment donné, les petites communes, enfin, il y en a 82 communes métropolitaines qui n'ont qu'un représentant. C'est leur maire. Donc, on ne peut pas non plus se couper en 4. Je veux dire, à un moment donné, oui, on avait le SMED où je veux aller, parce que le SMED, les bornes de recharge électrique, on a quand même commandé 3, on attend toujours parce qu'on les voit arriver. De l'autre côté, il y a le conseil de métropole où il faut être, je ne pouvais pas être au comité de suivi. Voilà, donc soyons clairs là-dessus. Par contre, dites-vous bien que c'est un dossier dont je me préoccupe et qui me préoccupe. Après, 3e question, un mouvement social à l'entrepôt bouquin d'Amazon a mis en évidence des conditions de travail indignes et un niveau de rémunération des plus bas pour les salariés. Confère le reportage FR3 du 4 décembre dernier. Je suis navré, mais je ne l'ai pas vu. Au-delà de l'enthousiasme que vous avez manifesté il y a un an dans le magazine communal, pouvez-vous nous indiquer le nombre effectif d'emplois créés en CDI et le nombre de bouquins qui en ont bénéficié? En outre, l'implantation de cette entreprise à Loubelair a-t-elle eu des retombées financières pour notre commune? Simplement, je répondrai là-dessus. Amazon a créé 85 emplois directs, dont 53 bouquins. Et à côté de ça, il y en a 120 qui ont été créés d'une manière indirecte, qui sont en fait des livreurs. L'implantation de cette entreprise à Loubelair a-t-elle eu des retombées financières pour notre commune? Je vous rappellerai, Mme Oberlinkels, qui est depuis le 1er janvier 1994, ça va faire 25 ans dans 15 jours, nous ne touchons plus la taxe professionnelle, qui s'appelle aujourd'hui la contribution économique, foncière économique, contribution CFE, ouais, mais contribution des entreprises. F, c'est quoi? Financière, non? Non. Pas foncière. Bon, ça s'appelle plus la taxe professionnelle, il y a un autre nom, peu importe. De toute manière, on ne la touche plus. Alors, donc, c'est simple, depuis le 1er janvier 1994, on ne la touche plus. Par contre, si vous voulez, je vous rappelle peut-être ce qu'est l'intercommunalité. Quand on rentre dans l'intercommunalité, on arrête de toucher les recettes quand on est rentré dans la communauté de Pays d'Aix, puisqu'elle était à taxe professionnelle unique. On a arrêté de toucher la taxe professionnelle, on a arrêté de payer certaines charges correspondant à certaines compétences qui ont été transférées, et donc il y a eu ce qu'on appelle la CLEC, la fameuse CLEC dont on parlait tout à l'heure. Elle a eu lieu en 1994. Et donc, les recettes, c'était les recettes que nous avions en taxe professionnelle, et à côté de ça, les dépenses que nous faisions au titre des compétences transférées. Donc, l'un moins l'autre a fait l'attribution de compensation que nous touchions depuis 1994. Et elle a encore évolué cette année, puisque nous avons une collecte avec la métropole qui a récupéré certaines compétences. Je vous rappelle simplement qu'il y a les défenses extérieures contre l'incendie, les bornes à incendie qui ne nous coûtent rien, on nous prend 40 000 €. Le pluvial nous prend 200 et quelques mille euros pour le pluvial, parce que alors que ça ne nous coûtait pas ça, enfin bon, peu importe.
il n'y a qu'une chose qui ne coûte rien. Et votre serviteur vous dira en plus que cette année, il va y avoir une augmentation encore de la dotation. Il y a eu en 2018 une dotation communale au SDIS qui a augmenté. Donc nous n'avons pas eu, elle est restée à 820 000 pour nous, puisque l'augmentation, nous l'avons pris en charge, c'est la métropole qui l'a pris à notre charge. C'est-à-dire que si vous voulez, les charges transférées vont augmenter, c'est dans ce cas-là l'intercommunalité qui va payer. A contrario, les recettes, si elles augmentent, c'est l'intercommunalité qui en bénéficie. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire en clair, c'est qu'à partir du moment où nous étions dans la communauté du Pays d'Aix, qui s'appelait la CCPA à l'époque, eh bien, la taxe professionnelle ne la touchant plus, à la limite, faire venir une activité économique, bon, si ce n'est qu'on touchait du foncier, on fait des emplois, ce qui est important, des emplois pour les bouquins, etc., etc. Mais le jeu n'était plus le même. C'est d'ailleurs l'essence même de l'intercommunalité, la loi du 6 février 92 dit ATR. Hein. C'est ça. Hein. C'est faire en sorte que les communes ne se battent plus en mettant des sommes quelquefois ou des terrains à disposition, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Par contre, vous auriez pu aussi nous dire que Amazon nous crée des problèmes de circulation de véhicules utilitaires. Parce que c'est entre les camions qui viennent et les camions qui partent, puisque c'est une plateforme, on a un charroi de véhicules qui est important. Ensuite, vous me posez la question, lors du conseil municipal du 24 avril 2017, la délibération numéro 1704-16 actait la décision de réaliser une étude sur le potentiel agricole et environnemental des secteurs de Paimport-Rouge et de Castelregina, en vue d'une mise en valeur agricole en contexte périurbain. Pouvez-vous nous dire actuellement où en est cette étude et nous faire prochainement un compte-rendu de ces résultats? Je vais vous en faire un bref compte-rendu là-dessus. Et en tout cas, je vais vous donner une clé USB, ça vous suffit? Je vous donne une clé USB où vous aurez l'intégralité du rapport, mais vous avez raison, vous me donnez l'occasion de le faire concernant le conseil municipal. Donc je vais le résumer en vous disant que on a évidemment un parcellaire qui est, alors c'est essentiellement le Paimport-Rouge et le milieu, la plaine de la Salle et tout, voilà. D'ailleurs, il y a des parcelles qui ne sont pas, qui ne figurent pas dans l'étude, tout simplement pourquoi? Parce que ce soir, nous avons passé la décision de les acheter et nous étions en discussion. Donc, mais où on dit la chose suivante, il serait, alors la conclusion, il serait nécessaire de réaliser des apports importants de matières organiques, compost fumier, ainsi que des apports précis d'oligo-éléments en fonction des cultures pour augmenter la fertilité du sol et permettre la mise en place de cultures maraîchères. Et c'est pour les deux zones, c'est la remarque qui est faite en général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on continuera à y faire des céréales là-dessus parce que la terre qu'il y a suffit seulement à faire des céréales. Voilà. Voilà. Mais il était important que nous le sachions par cette étude. Alors, vous voyez, je l'ai résumé brièvement. Je vous donne là-dessus, ou alors on vous l'envoie ou je vous donne la clé, comme vous voulez. Voilà. Je vous donne la clé, je vais faire mettre sur une clé, comme ça vous aurez toute l'étude et vous aurez loisir, si vous voulez, à regarder ce qu'il est. Voilà, mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant terminé, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée.